Makampo, nous voulons avoir votre lecture du récent arrêt de la Cour constitutionnelle. Qu'en dites-vous? Écoutez, nous pensons que les récents arrêts de la Cour constitutionnelle, ces arrêts nous ont laissés perplexes dans la mesure où nous ne comprenons pas très bien l'essence de ces arrêts. Nous avons retenu que dans ces arrêts, la Cour constitutionnelle ordonne à la CENI d'organiser l'élection des gouverneurs pour les nouvelles provinces avant les autres scrutins. Ce que nous ne comprenons pas, dans la mesure où ce même gouvernement a déclaré devant la même Cour constitutionnelle qu'il n'y avait pas d'argent pour organiser ces élections. On parle de 2 millions. Bizarrement, ce gouvernement n'a pas 2 millions de dollars pour organiser les élections. Mais la Cour demande à ce qu'on puisse conditionner le reste du scrutin, le reste du processus électoral par rapport à l'élection des gouverneurs. C'est que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas d'autant plus que les députés provinciaux, fin mandat, qui étaient des anciennes provinces dissoutes, des assemblées provinciales dissoutes, nous nous posons encore nous la question sur le fondement juridique de leur mandat. Alors comment ces gens qui sont fin mandat, qui n'ont plus de légitimité, on va les soumettre ou les obliger à élire ou à voter des gouverneurs alors qu'il y aura élection des députés provinciaux quelques jours après. Et ces députés provinciaux vont naturellement voter des nouveaux gouverneurs. Ils vont voter des sénateurs. Donc nous ne pouvons pas comprendre cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui est allé au-delà même de la mission de la Cour constitutionnelle. Comme vous savez, la Cour elle est là pour interpréter les lois, la constitutionnalité de lois. On ne peut pas comprendre que la Cour puisse rentrer dans cette gestion et commencer à ordonner ce genre de choses. La Cour ordonne à la CENI de faire l'évaluation en toute impartialité. Alors nous sommes quand même inquiets. La CENI attendait que la Cour vienne lui donner des ordres pour aller évaluer le processus en toute impartialité. Donc il y a là l'échec au niveau de la CENI, l'incapacité de la CENI à accomplir ou à exercer sa mission qui est d'organiser les élections. Et nous pouvons aussi comprendre aisément que l'absence prolongée de l'abbé Malou Malou puisse créer ces dysfonctionnements au niveau de la CENI. Donc, besoin de restructurer la CENI, besoin de réformer la CENI. La Cour constitutionnelle ordonne au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles. Ils ont parlé de mesures transitoires pour assurer le bon fonctionnement des provinces. Nous sommes étonnés, une fois de plus, que la Cour puisse ouvrir une brèche ou plutôt cautionner une démarche qui va aboutir à ce que le chef de l'État puisse nommer des fonctionnaires à la place des gouverneurs élus. On se pose la question, la Cour constitutionnelle qui est une cour, je dirais, une cour prestigieuse avec des spécialistes de droit constitutionnel, mais nous sommes maintenant en passe nous voulons savoir, c'est aux fonctionnaires, parce qu'on ouvre la brèche pour que le chef de l'État puisse aller jusqu'au bout de leur logique, c'est-à-dire imposer des gouverneurs, même si on veut changer la dénomination, des gouverneurs qui vont répondre au doigt et à l'œil de la majorité présidentielle, certainement à des fins électoralistes, ou pour tout simplement piéger le processus électoral. Ces gens-là, ils vont répondre de leurs actes auprès de quelle instance? Parce qu'ils n'ont aucun rapport avec les assemblées provinciales. Là, la Cour ne nous a pas répondu. Donc la Cour, au fait, a sorti des arrêts que nous ne pouvons pas contester parce que nul ne peut contester les arrêts de la Cour constitutionnelle. Mais on peut se poser des questions sur les conséquences de ces arrêts par rapport au fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, la Cour demande à ce que les provinces, qu'on puisse terminer, parachever l'installation de bureaux définitifs dans les assemblées provinciales de nouvelles provinces. Mais la Cour, elle a bien compris, elle sait très bien que c'est ce gouvernement qui a engagé la République dans un schéma chaotique, dans un schéma hasardeux. Quand on disait aux membres de ce gouvernement de ne pas exécuter ou de ne pas faire le démembrement, c'est parce qu'on savait qu'il y aurait des conséquences. Mais les membres de ce gouvernement, ils ne nous ont pas suivis. Ils ont voulu démembrer les provinces, certainement pour régler des comptes à quelques gouverneurs. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où il y a
difficulté pour pouvoir gérer ces provinces. Il y a confusion aujourd'hui dans ces provinces, il y a conflit entre les députés provinciaux et les gouverneurs. Figurez-vous qu'il y a des députés provinciaux qui sont allés jusqu'à bloquer des recettes de l'État. Je ne sais pas par quel mécanisme un député provincial peut se donner le luxe de devenir lui-même ordonnateur, lui-même commencer à liquider les dépenses et tout ça. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc, nous rappelons encore notre déclaration d'il y a quelques semaines. Voilà l'irresponsabilité d'un gouvernement qui s'engage dans un processus qui ne s'assure pas qu'ils ont des moyens, des moyens matériels, des moyens financiers et des moyens politiques. Donc, la Cour aurait dû d'abord condamner ce gouvernement. Parce que le gouvernement a failli à sa mission. La Cour aurait dû condamner la CENI. Parce que la CENI, visiblement, ne peut pas organiser les élections. Pas parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de moyens, mais parce que la CENI a prouvé son incompétence. Donc je crois que quand nous revenons sur ces arrêts de la Cour constitutionnelle, nous ne pouvons pas les contester, à notre avis, mais nous disons que ce sont des arrêts qui vont plus compliquer la situation et qui malheureusement, vu le tollé que cela a soulevé, vont malheureusement faire perdre la confiance d'une grande partie de la population vis-à-vis de cette Cour constitutionnelle. Nous-mêmes, au Mouvement pour le Renouveau, nous nous posons encore des questions. Nous avons fait une requête, nous avons déposé une requête bien avant celle-ci, il y a plus d'un mois, mais cette requête est restée lettre morte alors que cette requête était une condition pour arriver à la promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Mais la Cour constitutionnelle a fait fi de cette requête, elle ne l'a pas du tout examinée, mais elle a plutôt accordé l'urgence à un schéma venant de la majorité présidentielle pour cautionner malheureusement l'arbitraire, parce que le chef de l'État demain aura la latitude, aura la possibilité et le pouvoir de pouvoir nommer n'importe qui pour occuper les postes de gouverneurs qui ont été élus. Donc je crois que cette situation reste pour nous une véritable préoccupation et les arrêts de la Cour constitutionnelle nous laissent perplexes. Le comportement même des juges nous laisse perplexes parce que nous, au Mouvement pour le Renouveau, nous attendions à ce qu'on puisse nous répondre sur notre requête et nous avons compris qu'il faut être du gouvernement ou de la CENI pour que votre requête puisse bénéficier de l'urgence pour être traitée au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous ne faisons pas de procès d'intention, mais nous constatons tout simplement que nous avons déposé notre requête avant toutes ces autres requêtes qui sont arrivées après. Et comme nous sommes dans un pays où les choses ne se cachent jamais, comme un secret de polichinelle, nous savions que le gouvernement était bloqué parce que leur schéma était difficile à exécuter, dans la mesure où, quand on voulait organiser l'élection des gouverneurs, apparemment, ils se sont rendus compte qu'ils allaient perdre à ce niveau-là. Maintenant qu'ils veulent nommer des gens, ils se rendent compte que sur le plan opérationnalité de ce schéma, il y a des difficultés parce que, comme vous le dites, un fonctionnaire, il va répondre auprès de quelle instance parce que les assemblées provinciales, les nouvelles assemblées ne les reconnaissent pas, ils n'ont aucun rapport avec lui, donc nous ne savons pas chez qui il irait rendre compte et nous ne savons pas comment on va le contrôler. Donc nous pensons que les arrêts de la Cour constitutionnelle, qui ne peuvent pas être en tout cas contestés à notre niveau, mais nous pensons que l'obligation de respecter la Constitution doit être de mise pour tout le monde, y compris pour les membres de la Cour constitutionnelle. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie. Combien de minutes? 1 minute 45. Ah, seulement. Honorable, vous fustigez l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais que faire aujourd'hui pour que cette constitution soit respectée? Je crois que pour que la Constitution soit respectée, il faut tout simplement la respecter. C'est simple, comme l'eau de roche. Nous ne fustigeons pas l'arrêt de la Cour constitutionnelle parce que nous n'en avons pas le pouvoir. Nous sommes respectueux des principes démocratiques, des principes républicains. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles d'être contestés par qui que ce soit. Ils sont opposables à tous. Mais nous disons que nous ne comprenons pas le sens de ces arrêts. Nous ne comprenons pas que la Cour constitutionnelle, qui a des missions claires, puisse aller au-delà de ces missions pour commencer à donner des avis ou ordonner à la CENI
d'aller faire son travail, d'évaluer ou de demander au gouvernement de pouvoir organiser, de pouvoir prendre des mesures transitoires, des mesures exceptionnelles. Donc c'est là où nous disons que nous ne sommes pas d'accord sur ce qui a été fait, du moins le processus qui aboutit à ces arrêts-là. Mais parce que les arrêts sont opposables à tous, nous nous inclinons devant ces arrêts, mais comme politiciens, nous voyons les conséquences. Et demain, quelle que soit la démarche, si c'est une démarche qui va aboutir à la violation de la Constitution, nous pensons que c'est le temps de tirer la sonnette d'alarme. Parce que si demain, le gouvernement dit qu'il ne peut pas organiser des élections, si demain, le gouvernement dit qu'il est soumis aux arrêts de la Cour constitutionnelle en se disant que pour organiser les élections, il faut avoir de l'argent pour organiser l'élection des gouverneurs, ça veut tout simplement cautionner le glissement. Donc ils vont aller au-delà du délai constitutionnel. C'est ce qui est... Nous n'acceptons pas. Quelle que soit la juridiction qui a pris un arrêt ou la décision, le respect de la Constitution est de mise pour tout le monde, que ce soit pour la Cour constitutionnelle ou pour le gouvernement. Donc nous disons que le risque de glissement est bel et bien là. Mais vous me dites que faire? Il faut faire respecter la Constitution. Je crois qu'il y a des amis qui ont engagé des démarches en demandant à ce que les membres de la Cour constitutionnelle puissent démissionner. Je crois que quand on n'a pas pu rendre service à la République, les services qu'on attend de vous de la République, on en tire toutes les conséquences, tout simplement. Mais je crois que dans la situation actuelle, nous pensons qu'il faut assurer le statu quo. C'est la moins pire des solutions. Au lieu d'aller dans l'arbitraire, à vouloir nommer des gens ou à vouloir imposer un schéma qui malheureusement va se retrouver droit vers le mur. Mais s'il arrivait que le président nommait les gouverneurs et les vice-gouverneurs, quelle serait l'attitude de l'opposition? Nous allons nous opposer à ce schéma, parce que c'est un schéma inconstitutionnel, même si ce schéma tire son fondement de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais un schéma qui viole ou qui énerve la Constitution est un schéma qu'il faut tout simplement combattre. Et comme on l'a toujours dit, le peuple devrait tout simplement prendre ses responsabilités. Honorable, le temps presse, parlons un peu des élections. Est-ce que croyez-vous aux élections présidentielles comme prévu par la Constitution au mois de novembre 2016? Nous nous battons pour que l'élection présidentielle se déroule comme prévu, donc 3 mois avant la fin du mandat du chef de l'État, c'est-à-dire au mois d'octobre, si je ne m'abuse. Donc 3 mois avant la remise et reprise, donc au mois de avant décembre. Nous pensons et nous continuons à pousser pour que l'élection se fasse dans les délais constitutionnels. Nous n'allons pas aujourd'hui, un an avant, nous résigner et dire que les carottes sont cuites. Non, nous pensons qu'ils ont encore le temps. Nous pensons que le gouvernement a le temps de revenir vers des meilleurs sentiments. Nous pensons que la CENI a le temps de revenir aux meilleurs sentiments. C'est pourquoi nous avons demandé que les acteurs politiques se ressaisissent pour que demain, on puisse, de un, réformer la CENI, restructurer la CENI, donner de nouveaux acteurs qui vont réellement faire le travail. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la CENI, les équilibres sont tout à fait rompus. La CENI était dotée d'un bureau qui devait respecter un certain schéma sur le plan de représentativité. Aujourd'hui, la CENI qui devrait être présidée par la société civile est présidée par la majorité présidentielle. D'où nous comprenons malheureusement l'instrumentalisation de cette CENI par la majorité présidentielle. Mais nous pensons et nous continuons à croire qu'il faut militer pour le respect du délai constitutionnel, c'est-à-dire la date qui a été prévue pour convoquer l'élection présidentielle. Et dans la Constitution, on ne peut pas aller au-delà. Nous avons le temps. Personne ne peut nous parler aujourd'hui du cas des forces majeures, de ce qui va arriver au mois de décembre, ou au mois d'octobre, ou au mois de novembre 2016, parce que le gouvernement qui n'a pas cessé de claironner qu'ils ont suffisamment de moyens pour financer le processus électoral, ils ne peuvent pas demain, en tout cas, se défier, de dire que non, ils n'ont plus d'argent pour financer ce processus. Ne pas le faire, ce serait violation de la Constitution. Et quand on viole la Constitution, les membres de ce gouvernement sont exposés au processus, à la procédure de la haute trahison, tout simplement. Donc s'ils veulent aller dans ce sens-là, je crois que nous allons devoir enclencher ce mécanisme de haute trahison parce que ce gouvernement aura tout simplement favorisé la violation de la Constitution. Si les élections ne sont pas organisées dans les délais, que ferait l'opposition? L'opposition va à ce moment-là
prendre ces dispositions et l'opposition va en tirer toutes les conséquences. Parce que nous n'en sommes pas encore là, nous pensons que l'opposition est une opposition responsable avec des gens qui pensent et qui mettent en place des stratégies, à la fois pour conquérir le pouvoir, mais des stratégies pour faire respecter les lois de la République notamment, et aussi la Constitution. Aujourd'hui, l'opposition est divisée. Il y a ceux qui sont pour le dialogue et ceux qui sont contre. Où est la place, où se trouve l'honorable Clément Kankou? L'honorable Clément Kankou se trouve du côté de la raison. La raison veut qu'on tienne compte de ceux qui veulent qu'il y ait dialogue aujourd'hui, parce que le dialogue reste une vertu en démocratie. Et la raison veut aussi qu'on tienne compte des réticences de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait de dialogue. Parce que comment accepter qu'il y ait dialogue avec des partenaires qui ne sont pas sûrs? Quand les partenaires ont l'habitude de flouer les autres et qui ne sont pas clairs dans ce qu'ils veulent. Nous avons demandé, rappelez-vous, le 29 juin de cette année, nous avons demandé à Joseph Kabila de s'exprimer clairement sur les vraies motivations de ce dialogue. Nous n'avons toujours pas reçu de réponse. Le dialogue, pour qu'il se fasse, il faut que le cahier des charges soit clairement défini. Et le cahier des charges ne peut que se focaliser sur une chose, le délai constitutionnel. Et je crois qu'ils peuvent rajouter autre chose, parce que demain, nous allons avoir la première remise et reprise ou la passation de pouvoir d'un chef d'État dans ce pays. Ils peuvent en parler au niveau du dialogue. Mais aussi, quand je regarde le temps, je me pose aujourd'hui la question sur l'opportunité, une fois de plus, de ces dialogues, parce que le temps qui n'est pas notre meilleur allié aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui, il est encore possible d'avoir ce dialogue et pour quelle fin. Donc moi, je crois que le dialogue tel qu'il est proposé, ou tel que la AMP veut l'amener, c'est un dialogue inopportun, un dialogue qui est tout simplement mis en place pour favoriser le glissement. Mais je n'exclus pas que les familles politiques puissent se rencontrer. Nous pouvons même aller au niveau du Parlement. Nous l'avons déjà fait, nous avons déjà eu à discuter au niveau du Parlement. Mais je pense que les gens peuvent se parler pour régler la question de la CENI et puis régler les autres questions périphériques, telles que enrôlement des nouveaux majeurs, actualisation du fichier électoral et d'autres questions qui touchent à la violation du droit de l'homme. Mais à mon avis, je crois que le dialogue, qui est un mode de communication entre partis politiques ou entre tout groupe sur cette terre des hommes, ne peut pas être aujourd'hui un prétexte pour favoriser le dépassement du mandat du chef de l'État. Mais ça devrait être plutôt un cadre pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui minent la République aujourd'hui. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut tenir compte de deux, et nous voulons qu'on puisse nous rassurer avant de prendre position, parce que jusqu'à date d'aujourd'hui, le dialogue tel que proposé par la majorité présidentielle ne nous a pas encore convaincus. Nous avons encore des questions qui restent sans réponse. Merci honorable. C'est moi qui vous remercie.